Imhotep Beka Nefer, ou je dirais plutôt Maître Nefer, soyez les bienvenus dans le Jet Chetaout Zulu, Auditeur de l'espace, qui est une émission, une rubrique du père Hank M. Teouti. Nous commençons par saluer tous ceux qui sont déjà en train de nous rejoindre sur cette plateforme et ceux qui nous ont rejoints dans le père Hank Teouti, tout comme dans le mouvement culturel Kush Kamit Congo, qui est aussi un mouvement religieux, Kush Kamit Congo. Eh bien, aujourd'hui, le temps, il est bourrasqué là où nous nous trouvons, en Écosse, au nord de l'Angleterre, où il y a un vent trépideux, et ça bouge, il y a des vents. Et donc, c'est une atmosphère, je dirais, parfaite pour une émission. Je sais que les vents ne tirent pas partout, mais de mon côté, ça me met dans un état d'inspiration. Et suivant cet état d'inspiration, nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet irrégulier, d'un sujet sconfortant. Eh bien, nous allons parler de la possession. Nous allons mettre en confrontation ce que nous appelons, ce que nous allons vous présenter comme ce qu'on appelle la possession ritualistique. Et nous allons épincer les modèles de possession que tout le monde connaisse. Et puis, nous allons introduire une notion de possession qui est une des plus répandues, mais cependant la moins connue de tous. Nous y arriverons de toute façon à pas et nous allons nous rattacher au discours sur la conscience et la connaissance, qui a été le sujet du Raoult et Tepou d'hier soir. Je salue tous qui sont sur les plateaux, ceux qui sont déjà en train ceux qui nous ont déjà rejoints sur les plateaux, ceux qui sont en train de nous rejoindre. Les Baneb Semerket a insisté aujourd'hui longtemps. Depuis hier, il a insisté pour suivre l'émission. Et encore aujourd'hui, il a insisté. Donc, je salue les Baneb Semerket et tous les Baneb de Baneb Et, les Kaneb Et du Père Antéouti. Je salue tous les Medjai du père Hank Teouti et tous ceux qui font partie des mouvements littéraires que nous appelons les Kush Kamit Congo, qui est un mouvement de valorisation de l'art de l'écriture, de la pensée philosophique et philosophale mélanoderne, tout comme les mouvements religieux Kush Kamit Congo, qui est lui un plateau, qui est lui une instance des pacifications, des réalignements et des valorisations de toutes les philosophies culturelles et religieuses mélanodernes. Aujourd'hui, nous sommes dans les Chetaout Zulu, Auditeur de l'espace, et les sujets que nous avons présentés tournent autour de la possession. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. Nous saluons Otep à Sosoaki, nous saluons Otep aussi à Karine Kwame, Otep à Louafa qui nous suit et à toutes les personnes qui nous suivent aussi, nous les saluons. Douane et cher à vous tous. J'ai reçu quelques commentaires par rapport au Raoult et Tepou d'hier soir. Certains ont rebâti le concept qui a toujours été dit, qu'on arrive à la conscience en passant par l'acquisition des connaissances. Je ne serai certainement pas les premiers à vous dire qu'entre la théorie et la pratique, il y a un océan au milieu. Le passage n'est pas immédiat, parce que quand on énonce une énoncé théorique, eh bien, il est là. OK? De la connaissance, on passe à la conscience. Mais dans la pratique, c'est quelque chose de complètement différent. Complètement différent. C'est pourquoi j'ai voulu MPC, parce que j'ai trouvé que les proverbes ou les dits, c'est pas qu'il n'est pas juste, mais il est incomplet. Parce qu'entre l'accumulation de l'acquisition des connaissances et la conscience, il y a des éléments qui ne sont pas repris dans l'énoncé. Et ce sont les éléments sur lesquels nous avons travaillé hier soir. Et cette observation n'est pas digne d'un raisonnement, d'un raisonnement théophysique,
mais plutôt, je voulais dire, cet raisonnement n'est né pas, cette observation n'est née pas d'un raisonnement religieux, ou je voulais dire plutôt philosophique, mais plutôt d'une observation en tant qu'enseignant. Enseignant en tant que dans le père Ankam-Teouti, mais comme observateur des autres systèmes d'enseignement culturel et spirituel. L'acquisition de la connaissance, pour la plupart des cas, n'a pas porté à la conscience, mais a porté à l'affirmation excentrique de la personnalité. Et c'est ce qui va nous porter tout droit dans la possession. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres qui ne sont pas dits dans l'énoncé, mais qui doivent figurer dans la pratique, dans la démarche, qui sont la validation continue du comportement. Ceci dit, et je comprends les questions ou les actes-là qui ont été levés, c'est pourquoi la deuxième partie que nous nous apprêtons à commencer va être excellente. Mais avant de passer tout de suite dans les questions, j'aimerais vous demander d'écouter la première partie de l'exposition. Quand nous parlons des possessions, et nous allons rentrer dans la démarche juridique, de la compréhension grammaticale du mot, possession signifie posséder. C'est-à-dire, on possède quoi? On possède des objets. C'est-à-dire, la possession remet l'objet de la possession à un objet. Ou dans les principes, on possède une voiture, on possède une maison, ainsi de suite. La possession aussi peut signifier une relation. On peut posséder une relation d'amitié avec quelqu'un. Il y a ce double binaire qui sont en train que nous allons parcourir. Dans la littérature courante, quand nous parlons des possessions, nous avons toujours eu affaire avec les possessions. Ce que nous connaissons, nous connaissons les possessions démoniaques. Okay? Nous connaissons les possessions des Loa ou des Necheru, où nous avons des possessions angéliques. En étudiant les phénomènes des possessions, nous pouvons savoir tout de suite, tout praticien de la matière, ce qu'il y a dans la possession. On parle des possessions totales et des possessions partielles. À selon des cultures ritualistiques dont il s'agit, parce que les possessions peuvent venir aussi à bien durant des rituels, nous pouvons distinguer la présence d'une possession totale ou la présence d'une possession partielle. Et là, nous allons plus tard donner les pourquoi d'une possession. Pourquoi tel phénomène existe-t-il dans les processus psychologiques de la personne? Nous allons essayer de démystifier ces points-là. Alors, il y a un élément, cependant, une caractéristique de la possession qui est la plus répandue, la plus diffusée, et en même temps la moins connue. C'est la possession de la personnalité. Et oui, bien, je parlerai de la possession de la personnalité. Pourquoi la possession de la personnalité est autant diffusée et la moins connue? Tout simplement, dans la société du modèle occidental, l'accent est mis sur la personnalité au point où l'identification ou l'auto-identification à ce que nous appelons comme les moi est une activité de toute légitime, de toute normale. Au point où les moi est assimilé ou est confondu au soi. À un moment donné, quand on pose la question aux étudiants, et bien de marquer la différence entre les moi et les soi, eh bien, la plupart des temps, il y a confusion. On dit, mais les moi, c'est les soi, c'est la même chose. Il n'y a pas de clarté là-dessus. La manquance de clarté entre les moi et les soi est une parcelle d'information
sur lesquels fonctionne notre programmation dans la société dans laquelle nous vivons, dite la société contemporaine au modèle occidental. En fait, les moi, ce n'est pas les soi. Les moi et les soi sont des choses différentes. Les moi, c'est la personnalité. Et quand on s'identifie par rapport à ses goûts, par rapport à ses tendances, par rapport à ce que l'on aime bien, par rapport à ce que l'on désire, par rapport à ses passions, eh bien, cet acte-là, cette identification-là, ou je dirais à la limite cette confusion-là, est une possession de la personnalité du soi. Une fois que la personnalité possède les soi, il se crée une rigidité. Pourquoi? Parce que les soi est évolutif. Pendant que les moi a caractère résistant. Le moi est assis sur une chaise, il est assis sur le trône et ne veut pas bouger. C'est ainsi qu'une fois on a un certain caractère qui se manifeste, la personnalité, on dit quelle est ta personnalité. Alors, moi j'ai une personnalité de la sorte, moi j'ai une personnalité forte, moi j'ai une personnalité faible, j'ai une personnalité curieuse. Tous ces différents modèles, tous ces différents éléments avec lesquels nous décrivons notre personnalité, ou les moi, ne sont pas nôtres, ne sont pas vôtres. Il s'agit d'une possession du soi par les moi. D'où viennent ces moi? Eh bien, nous allons nous les relater là-dessus. Ces moi, comme on dit moi, hein, moi, et les moi déterminent un certain élément de l'ego, les moi. D'où viennent ces moi? Eh bien, cela nous renvoie encore au Raoult Tepou d'hier soir, où nous avons mis un parallélisme du point de vue de l'étude entre la personnalité ou l'esprit et la conscience divine. La conscience divine est une et uniforme. Elle s'exprime à travers une substance évolutive dans le temps et de l'espace, un complexe d'intelligence que nous appelons les soi. Les soi n'est autre que la conscience divine. Et cette conscience divine qui a une image, okay? C'est là ce qui est très important et très beau. Pourquoi? Parce que les soi a une image, pendant que la personnalité a un corps. Alors on se pose la question, mais comment une image a un corps? Il est un, non? Quand vous pensez à vous-même, vous avez une photographie de vous. Cette photographie-là, c'est la perception du soi. Okay? La perception du soi. Et cette perception est immatérielle. C'est quoi cette perception immatérielle? Eh bien, ce n'est autre que l'image, les reflets du Créateur. Chaque personne, par les reflets qu'il a en soi de lui-même, a une preuve de l'existence du Créateur qui n'est autre que ces reflets qu'il y a de lui-même. Les reflets qu'on voit dans le temps, dans l'eau, en fait, c'est les reflets du Créateur. Et ces reflets-là du soi, l'image du soi est associée au soi. Étant associée au soi, et que le soi étant l'image du Créateur, elle a caractère évolutif, parce que le Créateur évolue. La création n'est pas comme dans les récits bibliques de lundi à samedi, puis dimanche, il y a un repos. Ça, c'est une vision humaine du travail. On impose l'argument du travail. Le Créateur est une conscience qui crée, et la création, elle est infinie. Parce que par ce que je suis en train de dire, je suis en train de créer. Les mots sont un monde. Même quand même ils ne sont pas visibles, ce que je suis en train d'écrire est en train de créer une réalité qui, par
la, la synchronicité vibrationnelle va intégrer notre monde et modifier notre champ de perception de la réalité. Donc, je parlais du soi évolutif. C'est ainsi que quand vous prenez une photographie de vous, vous allez vous voir quand vous aviez 10 ans, vous allez vous reconnaître. Voilà, ça c'est moi, mais c'est l'image. Vous reconnaissez l'image, vous ne touchez pas les sous. Il n'y a pas de corps physique dans la photographie, mais il y a l'image. Après, vous allez prendre une autre image de vous quand vous aviez 15 ans. C'est une autre image. Eh bien, juste 18 ans, 20 ans, vous avez les différents états évolutifs du soi. Les soi évoluent. Les soi évoluent. Quand on est dans cette dynamique-là, le moi n'est pas. Parce que le moi n'évolue pas. Le moi est sectaire. Les soi évoluent. Ce sont les éléments qui peuvent aider à distinguer, à faire la différence entre les soi et les moi. Sinon, on est dans une confusion qui est apparentée à l'usage du terme. Mais quand nous rentrons dans la mécanique de la chose, nous commençons à décortiquer les éléments et nous trouvons les différences. Les soi a ce qu'on appelait des images, a ce qu'on appelle des images résiduelles, que nous trouvons dans les photos qui marquent notre existence, qui sont présents dans nos souvenirs. Ces différentes images que nous avons de nos différents états sont des images du soi. Les images du soi, comme je l'ai dit, sont la preuve de l'existence du Créateur, d'où il n'y a pas une question, est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce que je veux dire? Dans le soi, ce questionnement n'existe pas. Ce questionnement existe au niveau du moi. Maintenant, nous avons donné des éléments du soi et rentrons dans les moi. Les moi, c'est la personnalité. D'où vient cette personnalité? Ce sont des esprits. Vous voyez, quand je dis, ah, moi, je suis dans mes esprits. Ou je fais les choses par rapport à ce que me dit mon esprit. C'est quoi cet esprit-là? Eh bien, tout ce qui existe a un esprit. Les cellules qui composent notre corps ont des esprits. Il existe en nous une organisation immense des esprits. Immense des esprits. Maintenant, ces esprits-là sont influençables. Ces esprits-là, sous la commande, devraient être sous la commande de la conscience divine. Et quand la conscience divine n'est pas présente, eh bien, nous avons une infiltration. Nous pouvons avoir une infiltration. Comment cette infiltration-là s'opère? Eh bien, nous allons encore essayer d'expliquer cela, de rentrer en détail. Parce que souvent, ce que l'on pense, on attribue toujours à la sorcellerie et on parle de magie noire, on parle d'ésotérisme. Cependant, les moments des possessions sont beaucoup plus communs de ce que l'on peut penser. Pourquoi? Eh bien, revenons sur les esprits. Chaque particule de nos corps, chaque électron, chaque cellule de nos corps a un esprit. Combien de cellules avons-nous? Dit la science, des millions. Et donc, nous sommes composés des millions d'esprits. Ces esprits sont non pas interchangeables, mais sont conditionnables. Qu'est-ce qui conditionne ces esprits? Eh bien, l'air chimie. Ce que nous mangeons conditionne les esprits en changeant leur état vibratoire par une transformation biochimique. La transformation biochimique altère les taux vibratoires de ces entités à travers leurs corps de manifestation qui sont nos cellules. Un exemple, une très mauvaise alimentation, une très pauvre alimentation, on est sur le plan nutritionnel qui dit ne nourrit pas. Mais sur le plan vibrationnel, crée une réaction chimique acidique
Cette réaction chimique acidique va avoir un effet sur le comportement psychologique de l'entité qui monte la cellule. Et nous allons maintenant manifester une entité négative. Ça signifie quoi? Une entité négative, c'est une entité dont la fréquence vibratoire est très basse. Quand nous parlons des entités positives, ce sont des entités dont les fréquences vibratoires sont élevées. La nourriture introduit la fréquence négative ou positive, c'est-à-dire basse ou élevée. La consommation de l'alcool jusqu'à l'ivrognerie crée la même situation. Introduit des réactions ou provoque des réactions qui, quand ils ne sont pas soutenus d'une certaine manière, fait tomber les taux vibratoires de cellules et permettent leur manipulation extérieure. L'environnement dans lequel nous vivons a les mêmes effets. Souvenez-nous de la règle de l'interconnexion. Nous ne sommes pas seulement la Mahat ne dit pas seulement que nous sommes reliés entre nous et les autres, mais nous sommes aussi reliés à notre environnement. Et ce qui arrive au niveau de notre environnement nous affecte. C'est-à-dire quand on a une poubelle dans la ville, dans les venues ou dans les quartiers qui n'est pas encadrée, eh bien c'est là, même si on vit à 1 kilomètre de là, ça nous affecte. Nous sommes reliés à l'environnement aussi. Quand nous avons du ciment partout, cela nous affecte. Quand nous avons des maisons mal construites, cela nous affecte. Quand nous avons des minerais dans les sous-sols, cela nous affecte. Quand nous avons du pétrole, cela nous affecte. Ok? Maintenant, tous les complexes autour de nous, le monde autour de nous, ont un impact important et considérable. Si, dans un premier temps, la structure biochimique de cellules composant notre corps, ces cellules et à leur tour sont montées des esprits qui sont influençables de par les réactions chimiques qui arrivent à l'intérieur de ces cellules. Quand nous avons une grande quantité de réactions chimiques acidiques, ces esprits deviennent acidiques et les taux vibratoires baissent. Nous sommes en possession d'une polarisation énorme qui va créer une possession. Cette possession va s'exprimer à travers ce que nous appelons personnalité. En fin de compte, la personnalité est une polarisation des catégories des entités qui nous habitent, desquelles nous sommes composés. Nous parlons généralement de personnalité parce qu'il y a l'anti-personnalité. Okay? Quand nous avons maintenant une constitution pour laquelle nous vivons dans un environnement hautement pollué, qui crée de la toxicité dans notre corps, quand nous vivons dans un environnement familial où l'on se chamaille beaucoup, l'on se bat beaucoup, là, on se querelle beaucoup, quand on vit dans un environnement en tant qu'écosystème sale, pas propre ou cimenté partout, eh bien, nous sommes en train de recevoir des influences acidiques qui vont créer des réactions au niveau biochimique acidique qui vont influencer les entités qui montent les différentes cellules de notre corps. Et ces entités vont faire une sommatoire exprimer une seule voix que nous allons définir une personnalité. Quand on parle de personnalité, on dit souvent ils sont fâchés, jaloux, et tous ces différents éléments que nous définissons, qui est acquis à la personnalité. La personnalité est statique. Elle n'est pas évolutive. Attention. Le but de notre existence est l'évolution. Une personne qui est bonne, qui se laisse manipuler par tout ce qui est serviable et qui n'est qu'en train de servir les autres, aider les autres sans jamais rien recevoir, n'est pas une personnalité. Mais ce n'est pas parce qu'il est utilisé par les autres, qu'il sert les autres, que c'est une personnalité positive.
D'où la personnalité conseillée par la Bible, par exemple, tant l'autre joue quand on t'a tapé, ne réagit pas devant les attaques, soit toujours au pied, va remercier les liés, prie. C'est une personnalité. Et quand nous parlons de personnalité, nous avons affaire avec des influences négatives, peu importe la raison d'actuation. C'est-à-dire, elle se manifeste en tant qu'une personne colérique, elle se manifeste en tant qu'une personne embêtante, elle se manifeste en tant qu'une personne qui se laisse manipuler par tous les autres, elle se manifeste comme une personne braquée sur l'argent, il faut faire de l'argent, elle se manifeste une personne hyper disciplinée. Toutes ces différentes personnalités sont les fruits d'une, ce que j'appelle perte de balance. Parce qu'à l'opposé, nous avons l'essence. Parce que c'est quoi l'essence? L'essence nous rapporte au discours précédent. La personnalité nous possède. Il possède les soi. Le moi possède les soi. La possession du soi par le moi n'a rien de différent d'une possession démoniaque ou tout autre type de possession. Elle est la plus dangereuse parce qu'elle est imperceptible par le degré de socialisation et de la construction sociale dans laquelle nous vivons. Elle est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle crée une staticité. Et la staticité nous évite l'évolution. Et dans la staticité, nous avons la stagnation. Et la stagnation crée ce qu'on appelle de l'acidicité. L'acidicité porte à majeure stagnation. Et cela évolue, ou pas évolue, devient un problème. C'est pourquoi nous avons, vous voyez les titres, nous avons parlé de la possession ritualistique. Dans la possession ritualistique qui arrive durant les rituels, ou un loa, ou un orisha, ou un nicheru est invoqué, est appelé, et à se manifestant, il va posséder l'esprit d'une personne. Il va posséder le corps de la personne. Il y a, comme je dis au départ, des possessions partielles qui généralement se manifestent à travers les rigidements du corps. Les bras généralement deviennent tendus, ou bien les jambes peuvent être tendues, ou le corps qui tremble, on a des forts frissons. Il y a des éléments, ça dépend de quel caractère et quelle société. Nous avons des éléments qui aident à reconnaître la manifestation d'une possession. Ces éléments-là sont très importants, culturellement. Et puis nous avons affaire avec la possession totale, où quand le corps il est complètement pris, les loa, ou les orisha, ou les nichiru, prend complètement les possessions du corps de la personne. Nous n'allons pas arriver dans la procédé pour dire comment cela est fait. Nous allons rester du point de vue de la littérature pour avancer la pensée. Ces possessions sont très importantes. Pourquoi? Parce que, de par la société dans laquelle nous vivons, nous arrivons toujours à développer des stagnations, où nous sommes possédés par les personnalités. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personnalité a caractère rigide, et durant les rituels, quand les orisha, ou les loa, ou les nichiru se présentent et possèdent une personne, ils déplacent la personnalité ou ils les chassent. Pourquoi? Parce que, d'avant tout, les orisha, les loa ou les nichiru sont beaucoup plus puissants que les personnalités. Et les personnalités ne peuvent pas les résister. Ce ne sont pas les personnalités qui chassent les divinités, mais les divinités qui chassent les personnalités. Durant les rituels, ceci arrive. On a des gens qui tombent par terre en frisson, ils tremblent, ou les corps qui bougent, ou certains sont incorporés complètement par un loa, un nichiru, un orisha, et parlent, ils donnent des messages. L'utilité est différente. Je vais parler de la finalité de possession en termes ritualistiques, mais je vais parler de la phénoménologie et de l'importance et du rôle qu'elle joue. Quand
Quand une personne est possédée par un Echeru, un Loa, cela dire un peu de temps. Ok? Elle n'est pas permanente. La seule possession qui sont permanentes, c'est celle de la personnalité. Durant les rituels, la personne est possédée partiellement, généralement durant les rituels, ou des fois quand c'est guidé totalement. Quand la divinité rentre, il repousse la personnalité. Bien que la personnalité puisse revenir quand la divinité se sépare, mais il s'est créé dans la personne un flux d'informations qui lui informe que la personnalité n'est pas permanente, qu'elle peut être mise de côté. Cette pratique réveille la conscience et nous porte à réaliser que la perception de la personnalité et de l'existence que nous avons n'est pas une perception définie. Elle n'est pas une perception absolue. Parce que quand les lois arrivent, on a une perception différente. Et ce qui est fort dans cette histoire, quand ceux qui ont grandi en Afrique connaissent les phénomènes qu'on appelle l'inkisi, où on prend des tatouages et quand on se retrouve en danger ou quelque chose arrive, l'inkisi prend les places. C'est-à-dire, l'inkisi, c'est les lois. Quand l'inkisi, c'est les lois, c'est les Necheru et c'est les Orisha. L'inkisi prend la place parce qu'il a été établi une connexion. Ok? L'inkisi, on lui donne l'autorisation à chasser la personnalité et à prendre la place. Et la plupart des temps, quand cela arrive, quand les lois prennent la place et quand les lois partent, eh bien la plupart des personnes, et moi compris dans ma jeunesse, on perd la mémoire. On ne se souvient pas de ce que l'on faisait quand l'Inkisi était là. On ne se souvient pas qu'est-ce qui arrivait, quel était notre comportement quand on a été possédé par les lois, par l'Inkisi, par les Orisha. Pourquoi? Vous avez compris la réponse. Parce que ce que nous avons appris à appeler les soi n'est pas les soi, c'est les moi. Cela nous porte à comprendre un élément essentiel de cette démarche. La plupart d'entre nous n'ont jamais été eux-mêmes. Parce que dès qu'on atteint les moi, les soi ne sait pas s'exprimer. Dès que les moi s'éteint, eh bien le soi est aveugle. Le soi ne parle pas, il ne sent pas. C'est comme si en l'absence du moi, l'on était vide. Pourquoi cela? Cela arrive par auto-identification du soi au moi. Quand la possession devient la chose même. Quand la possession devient la chose réelle. C'est quoi cette possession-là? Eh bien, c'est justement les éléments à travers lesquels nous définissons. C'est pourquoi dans la méditation, nous allons à la recherche du moi. Pardon. Voilà, vous voyez comment ça s'entresse. Durant la méditation, nous allons à la recherche du soi. Le soi et notre essence divine, c'est ce que nous sommes. Notre soi a une mémoire. Notre soi a une perception. Notre soi a une définition du monde. Une perception des couleurs, des odeurs, des goûts, de la nourriture. Mais tout cela ne sont pas connus. Pourquoi? Parce que dès la naissance, nous avons été possédés par les moi. Et le moi possède les soi au point où il annule son existence. Et l'on devient, d'un certain point de vue, des robots du moi. C'est quand notre situation, la situation de l'humanité, c'est la situation où les chevals montent les chevaliers. Pendant que dans la normalité, c'est les chevaliers qui montent les chevals. Mais là, nous avons l'inverse.
C'est pourquoi les rituels sont importants. Dès l'enfance, l'enfant doit être soumis à des rituels. Durant ces rituels, il advient des événements qui sont déterminants pour l'évolution de l'enfant, c'est-à-dire les passages des Nkisi, les passages des Orisha, les passages des Necheru en nous. Ces passages affaiblissent les barrières et les limites de la personnalité parce que la personnalité est bornée aux limites, parce qu'il vit des préjudices. La personnalité est des limites, il veut se défendre, il veut attaquer. Pourquoi? Parce qu'il voit toujours les limites. La personnalité pense toujours à mettre un mur. C'est pas pour ne pas faire entrer les autres, c'est pas se limiter lui-même, c'est sa nature. Et quand on est soumis par rituel à des possessions partielles, eh bien, ces limites est repoussée parce qu'on apprend. On apprend dès le bas âge à rentrer en relation avec les soi et à diminuer avec les soi et à diminuer l'importance, le rôle du moi. Le moi n'est pas à éliminer, mais le moi, c'est le cheval sur lequel montent les chevaliers et non le contraire. Quand le moi a été laissé se développer à l'automne, eh bien, la projection du moi sur lui-même, c'est ce que nous appelons l'ego. Douaniché. C'est ce dont j'avais programmé aujourd'hui dans les Jetchetaout Zulu, hors du temps et de l'espace. Et je vous remercie. Je remercie à ceux qui nous ont rejoints à un certain moment, quand nous avions déjà commencé. Je vous remercie d'avoir prêté attention à cet exposé. Et nous allons prendre quelques minutes pour répondre aux questions, répondre aux questions et entendre de votre part les intuitions qui vous sont venues. Il faut faire attention quand nous sommes rassemblés ensemble aux intuitions qui vous peuvent arriver. Douaniché. Douaniché. Douaniché, il y a beaucoup de gens qui disent au TEP, Douaniché pour tous ceux qui sont là. Alors, un commentaire de JP Folie qui dit, donc, si je comprends bien, pour posséder le soi, il faut forcément passer par des rituels. Et puis, quand on parle de la maîtrise de soi, est-ce le soi seul qu'on maîtrise ou aussi bien le moi et le soi? Oui, il faut passer par les rituels. Et maintenant, attention, nous devons définir ce qu'est un rituel. Nous avons dit les mots. OK? Et nous ne laissons pas influencer par les films. Quand on dit rituel, nous avons une idée. Mais il faut passer par les rituels. Il faut passer par les rituels. Et la deuxième question, c'était, la question qui vient avec les rituels, c'était... Donc, si je comprends bien, pour posséder le soi, il faut forcément passer par des rituels. Oui, il faut arriver au rituel et de comprendre c'est quoi les rituels. Il y a une question qui parlait quand la maîtrise de soi. Oui, c'est ça. Quand on parle de la maîtrise de soi, tout ce qu'on est en train de faire n'est pas les soi, mais c'est les moi. Parce que les soi ne peut pas être maîtrisé, il est évolutif. On doit avoir une maîtrise de soi pour ne pas se fâcher, donc c'est les moi. On doit avoir une maîtrise de soi pour ne pas remporter n'importe quoi, donc c'est les moi. On doit avoir une maîtrise de soi pour, tu vois, c'est toujours pour éviter quelque chose, pour contraindre, pour limiter. Cette maîtrise, en fait, c'est une circonscription. Il faut se retenir. Hein? Il faut se retenir. Et qu'est-ce qui le retient? Les moi, pas les soi. Les soi évoluent. Douaniché. Alors, donnez-moi les premières prières de la spiritualité africaine, Kama ou Maat. Et quelle est la différence entre les deux mots? Maat et Kama, je pense. La différence est énorme. Kama, c'est les continents. Maat, en premier lieu, maths, c'est une réalité.
La maths, c'est les plans de l'existence. La maths, ce n'est pas seulement les 42 lois, tel qu'il dit. Les maths, ce n'est pas seulement les Nechiru. Mais la maths, c'est la conscience de l'interconnexion qu'il existe entre toutes choses. La maths, c'est le tout. Pendant que Kama, c'est un continent. Kama, c'est le continent mélanoderme. Kama se positionne sur le plan de la réalité objective. On est parlé de l'objet. Quand on parle de la maths, on est en train de parler de la complexité abstraite de l'existence, c'est-à-dire les